Le Bret. Donc, on va parler de cette tribune très rapidement, parce qu'elle fait sens, cette tribune, évidemment, que ce n'est pas la chose la plus importante en France, mais elle dessine l'espace médiatique. C'est ça que je trouve intéressant. L'espace médiatique, c'est les journalistes, c'est les intellectuels, c'est les artistes, les cultureux. Plus exactement, et elle montre, souvent je dis 80% des journalistes contre 80% des Français sur beaucoup de sujets. Et il y a une phrase que Jean-Jacques Perroni m'envoie, que j'ai citée de nombreuses fois, les ratés ne vous rateront pas, c'est ce que disait Bernanos. Eh bien, on attaque aujourd'hui Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, il est désigné parrain du Printemps des poètes, et des gens qui ne sont rien, qui n'ont pas la racine carrée de son talent. Et c'est bien leur problème d'ailleurs à ces gens, parce que c'est très dur d'être un artiste sans talent. Surtout c'est ça la grande difficulté. Eugénie. Oui, d'ailleurs, je vous invite à regarder les poèmes de Baptiste Beaulieu, l'un des signataires qui se dit poète de la tribune. Vous allez voir qu'il y a, à mon avis, un léger problème de talent. Mais bon. Mais c'est l'unique problème. Parce que le talent, il est avec parcimonie distribué. Et puis ce qui est, je trouve, navrant, c'est, enfin, quand vous prenez par exemple Aragon, qui est l'un des plus grands poètes du XXe siècle, qui était un communiste, qui était un idéologue également, mais il pouvait garder de l'admiration pour Barrès, qui était son maître, pour Anouilh, qui était un écrivain de droite, et malgré son idéologie, il gardait quand même de l'admiration littéraire pour les grands génies du camp d'en face. Et ces gens-là n'en sont même plus capables. C'est-à-dire que c'est de l'idéologie pure, il y a même plus, le talent ne compte même plus. Or, je suis désolée, en littérature, ce qui compte avant tout, c'est le talent. Et j'espère vraiment que le festival en question ne va pas céder, parce que si cédait, là, ce serait grave, ce serait vraiment une preuve que la cancel culture triomphe en France. Cette repose sur une fausse information, puisqu'on reproche à Sylvain Tesson d'avoir préfacé. Il a dû refaire peut-être une nouvelle préface, parce qu'effectivement, le Camp des Saints, au début des années 70. Il l'a jamais préfacé, en réalité. Oui, mais le Camp des Saints n'est pas un ouvrage... Quand bien même l'aurait fait, mais le Camp des Saints n'est pas un ouvrage d'extrême droite. Mais je vous assure, la tribune est ahurissante d'intolérance, de bêtises, de wokisme, etc. C'est absolument incroyable. On reproche à Sylvain Tesson d'avoir dit, si vous voulez faire peur à vos enfants, ne leur lisez pas les contes de Grimm, mais certaines sourates du prophète. On lui reproche, par exemple, d'avoir dit ça. Comme l'a largement montré le journaliste indépendant François Krug dans Réaction française, enquête sur l'extrême droite littéraire, un essai publié aux éditions du Seuil en 2023. Sylvain Tesson fait figure de proue de cette extrême droite littéraire. Oui, mais régulièrement, vous avez aux éditions du Seuil, mais ça n'a pas de sens. Régulièrement, il y a les réacs, les néo-réacs, les post-néo-réacs. C'est comme ça. C'est une spécialité parfois des éditions du Seuil. Nous soutenons que la banalisation d'une idéologie réactionnaire incarnée par Sylvain Tesson va à l'encontre de l'extrême vitalité de la poésie revendiquée par le Printemps des poètes. Mais ils n'ont pas de talent. Mais Pascal, vous êtes quand même, si je peux me permettre, sympathique dans votre édito, c'est que vous faites la comparaison, finalement, Antonio Salieri, Wolfgang Amadeus Mozart. Oui. Mais seulement Salieri n'était pas un musicien raté. Oui. Pas du tout, pas du tout. Vous voyez, vous dites... mais non. En vieux, mais pas raté. Non, mais c'est vrai, parce que souvent, son œuvre... Vous avez raison. Mais eux, c'est pas eux, c'est pour le coup, pour l'instant, ce sont des ratés. Il n'y a aucun nom que je ne connaissais, moi. Moi non plus. Et dimanche, vous aurez une manifestation pareille des cultureux à la demande de Mediapart et de l'Humanité contre la loi immigration. Contre la loi immigration. Et vous aurez toujours les mêmes. Soutenu par 7 Français sur 10. Hein. Mais là, la loi immigration. Oui, voilà, mais vous aurez toujours les mêmes. Les artistes ont le droit d'avoir des positions politiques, mais ils n'ont pas le droit de censurer d'autres artistes pour leurs positions politiques, c'est simple. Parce que ce qui est reproché, en fait, ce qui est reproché à Sylvain Tesson, le vrai reproche, c'est qu'il habite le monde en poète. Tous les livres montrent que Sylvain Tesson habite le monde en poète. Les personnes qui m'écoutent, d'ailleurs, il y a je vais faire une publicité pour autre chose. Il y a une émission auquel a participé d'ailleurs Eugénie Bastier sur le Figaro, pour le Figaro Culture, qui est remarquable, où il explique son dernier livre. Franchement, c'est sublime. C'est sublime. C'est-à-dire que, au sens propre, lorsqu'il parle du charme, il nous enchante. Et c'est ça ce que les autres, parce que ce sont des bétonneurs, ce sont des idéologues, c'est ça qui leur est insupportable. C'est que des gens puissent habiter le monde en poète. Sylvain Tesson, il offre un monde au monde. Est-ce qu'eux peuvent dire la même chose? La réponse est non. Ah, c'est des... Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je... C'est la même logique, et d'ailleurs c'était dans le même journal, et d'ailleurs il a joué dans un film qui est adapté de Sylvain Tesson sur les chemins noirs, la critique de Jean Dujardin, la France après la cérémonie d'ouverture pour la Coupe du Monde de rugby. Angoulême, un élève et une enseignante ont été légèrement blessés
hier matin lors de l'intrusion dans un lycée d'Angoulême de 2 individus au visage masqué qui ont pris la fuite. L'agression a eu lieu dans les toilettes lors d'un intercours de 10 heures. Alors, évidemment, ça se multiplie. En tout cas, il y a beaucoup d'incidents et là, heureusement, il ne s'est rien passé de grave. Mais enfin, les professeurs aujourd'hui ne sont plus à l'abri. Voyez le sujet de Mathilde Ibanez. Il est environ 10 heures ce jeudi quand 2 individus camouflés d'un masque chirurgical et de cagoule ont fait irruption dans ce lycée d'Angoulême. Rapidement interpellés par une enseignante de PS, les 2 jeunes se sont réfugiés dans les toilettes avant d'asperger une partie de l'étage de gaz lacrymogène. Sur place, c'est l'incompréhension pour les élèves. On a attendu l'alerte. Au début, on n'a pas trop compris ce qui se passait. Du coup, on a mis un peu de temps avant de s'enfermer. Dans ma classe, en tout cas, il y a 3-4 faciles qui ont fait des petites crises, ils ont fait des crises d'angoisse directement. Les professeurs et les lycéens ont été confinés avant la levée de doute 2 heures plus tard par la police. Sur place, la préfète de Charente tient à rendre hommage au courage de cette enseignante. Elle n'était pas la cible de ces personnes. L'altercation a conduit à ce qu'elle reçoive un coup de poing au visage. Elle a été extrêmement courageuse et elle est bien sûr à ce moment choquée. Les 2 individus ont réussi à prendre la fuite mais ont été interpellés hier soir par la police. Il s'agit de 2 mineurs âgés de 17 et 15 ans. Il restera à déterminer aussi les motivations dans cette intrusion et cette, je dirais, agression. Une cellule d'écoute a été mise en place suite à l'intrusion dans ce lycée. On ne sait pas vraiment pourquoi ils sont rentrés, c'est un règlement de compte, c'est ça? Peut-être souffraient-ils d'oisiveté, ces 2 jeunes, donc il fallait bien qu'ils s'occupent d'une certaine manière. Pourquoi pas? Le bac n'est pas encore passé, là, Jean. Vous savez, donc... Non, mais non, on ne connaît pas le motif. On ne connaît pas le motif. Quand bien même, il semblerait que ce soit un règlement de compte. Ça ne justifie en rien cette agression. Bon, on va ouvrir le chapitre politique. On va parler de Rachida Dati, iconique. Vous avez entendu cette personne qui lui a dit cela. Et c'est vrai que quand elle se déplace sur le terrain, il se passe quelque chose, Rachida Dati. C'est toujours pareil. C'est le public qui décide. Elisabeth Borne, elle va sur le terrain, il ne se passe rien. Et Rachida Dati, elle vient sur le terrain, il se passe quelque chose. Mais j'y peux rien. C'est la vie. C'est injuste, peut-être, ou pas. Mais je voulais qu'on parle d'abord de complément d'enquête. J'ai veillé tard pour regarder complément. Ah oui. Et alors? Il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a une seule révélation qui, en plus, après, a été remise en cause par le principal, celui qui témoigne à visage découvert dans le documentaire. C'est le compte Twitter qu'aurait eu Jordan Bardella sous pseudo. Et l'homme qui témoigne, qui est un proche de Florian Philippot, a dit ensuite qu'il ne faisait pas de lien entre Jordan Bardella et le compte Twitter. Après, le reste, on le savait. Il pointe son absence au Parlement européen, ses liens rompus depuis avec le GUD. Tu peux le faire pour tous les députés. Voilà. Tu peux faire la même chose pour tous les députés. C'est vrai que ça pose un problème, d'ailleurs. J'ai même eu, hier, un cadre de chez Reconquête qui me disait, on dirait un tract pour Jordan Bardella, le complément d'enquête, pour le faire voter pour lui, parce qu'il retrace aussi son ascension fulgurante. Ah, c'est plutôt positif, donc, alors. Non, mais pour lui, il y a effectivement... C'était pas à charge. Il y avait le compte Twitter, c'était pas fait pour lui faire plaisir, le complément d'enquête. Mais ils n'ont pas trouvé grand-chose. Voilà, ils n'ont pas trouvé grand-chose qu'on ne savait pas, hormis le compte Twitter. Et encore une fois, il s'est remis en cause par les équipes du président du RN. Jean-Philippe Tanguy, qui est un membre du Rassemblement national, a pris la parole. J'ai trouvé que c'était évidemment à charge. Et d'ailleurs, un des témoins à charge, entre-temps, s'est rétracté de ces pseudo-révélations. Donc tout ça est un peu dommage. Moi, je me concentre, finalement, j'ai vu ce reportage sur les valeurs positives qu'incarne Jordan. On voit aussi un jeune homme qui s'est engagé très tôt pour son pays, qui a des qualités de travail phénoménales et qui a réussi très vite à s'imposer dans le paysage politique. Donc, je pense que c'est ça que les gens ont vu, c'est ça que les gens apprécient chez lui. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, tout ça est très fragile. Et puis un journaliste comme un autre peut se tromper, ils peuvent être mal informés, surtout ils peuvent être trompés par des gens qui ont des mauvaises intentions. Donc moi, j'aurais préféré que le service public soit un peu plus prudent. Et puis Yann Moix, avec lequel j'ai pu échanger, annonce qu'il va révéler que le montage sur Gérard Depardieu est faux. Je rappelle que c'est lui qui a tourné les images en Corée. Ça va Oui, je regardais quelque chose. Vous faites votre courrier? Non, je regardais quelque chose parce que je vérifiais. Parce que c'est quand même un vrai problème. C'est-à-dire qu'on peut dire que la campagne européenne, elle a commencé, objectivement. Donc, on peut s'attendre aussi à ce que, en fait, le même exercice soit fait pour toutes les têtes de liste. Ah, ils le feront pas sur Raphaël Glucksmann. C'est le chouchou des médias. C'est à ça que je viens, justement. Parce France 2 ne fera rien sur Raphaël Glucksmann, je vous le dis. J'ai vérifié. Honnêtement, je suis pas... peut-être... Mais j'ai de la sympathie pour Raphaël Glucksmann. Mais moi aussi. Mais le rôle qu'il a tenu comme conseiller auprès du président de Géorgie, M. Saakashvili,
j'attends également qu'on observe dans les détails. C'est-à-dire que cette personne qui est président et qui va représenter qui avait représenté la France, a été conseiller politique d'un président géorgien, d'un président étranger. Donc qu'est-ce qui s'est passé? De quelle nature était... C'est ça ce que j'attends. Le complément d'enquête devait être diffusé plus tôt. Il devait être diffusé l'année dernière. Et finalement, il a été diffusé donc, celui de Bardella hier, celui sur Jordan Bardella. Non, mais... Et ce que disent les équipes de Jordan Bardella, c'est qu'il est diffusé à quelques mois des élections européennes, alors qu'il aurait dû être diffusé effectivement l'année dernière. Le service public a choisi son camp, notamment France Télévisions. Le chouchou des médias, ce sera Raphaël Glucksmann. Dans les 20h, dans la mission de Léa Salamé, dans ces émissions-là, on fera la promotion de Raphaël Glucksmann. Je vous le dis. En revanche, pour terminer sur Gérard Depardieu, montage frauduleux, m'a dit Yann Moix, ça va saigner, ça va faire mal, le montage est faux, c'est très grave. Je peux vous dire que Delphine Ernotte et monsieur Sidbon Gomez, ils ont intérêt, s'ils ont couvert ça, ça se terminera mal. Ça se terminera mal, évidemment, pour eux. À juste titre, d'ailleurs. Bon, dans l'actualité, également, je voulais vous dire, et ça va part avec le wokisme du monde d'aujourd'hui, Paris Première a supprimé le passage des valseuses qui était programmé. Les valseuses ont 50 ans. Sorti en 74. Avec Depardieu. Donc. Ça devait être programmé le 10 mars ou le 15 mars. On supprime. C'est ça, c'est-à-dire qu'on efface les noms. C'est Staline, il effaçait les visages. Paris Première ne diffusera pas les valseuses. Donc j'imagine à cause. J'imagine que. Pardonnez-moi. Sidérant. Parce que j'imagine que Anatomie d'une chute ne va jamais être diffusée. Pourquoi ? Ne va jamais être diffusée, puisque l'acteur qui est Maï, bien sûr, est accusé de viol. Donc j'imagine que Anatomie d'une chute ne va jamais être diffusée, bien sûr. Il n'y aura jamais, bien sûr, 2 poids, 2 mesures. Voilà où on en est aujourd'hui, c'est la société dont on parle. Ce qui est vrai, c'est qu'un film comme Les Valseuses, avec son ton libertin, voire même libertaire, c'est pas seulement Depardieu, c'est-à-dire, je pense, c'est le film en lui-même et ce qu'il dit et le ton du film qui déplaît à l'époque. C'est pas seulement la présence de Depardieu dans le film. Et je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'un film comme ça ne pourrait plus être tourné et avoir lieu aujourd'hui. Oui, mais il n'y a plus un film qui pourrait être tourné de qualité le wokisme, dans les années 70. Donc, Samuel Fitoussi le note bien dans son livre Woke Fiction, c'est que le problème du wokisme, c'est pas seulement qu'il censure des œuvres, mais c'est toutes les œuvres qui l'empêchent de naître. C'est-à-dire, on se dit aujourd'hui, il y a aussi une espèce de conformisme cinématographique. Toutes les œuvres qui, non seulement qui ont déjà existé, qui le censurent, mais qui l'empêchent d'être produites, d'être créées par une espèce de censure morale omniprésente. C'est ça le vrai sujet. Il est jugé aujourd'hui à travers des critères idéologiques très précis. Tous les critiques de cinéma sont aux ordres. Il faut cocher les cases. C'est un film femme, diversité. Anatomie, c'est un film remarquable. Grand film. On a souvent un train de retard sur les États-Unis. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé avec la démission de la présidente d'Harvard, de celle de l'université de Philadelphie. C'est-à-dire que le wokisme est remis en question à cause de ces outrances aux États-Unis. Mais comme nous, on a toujours un train de retard, en fait, peut-être que dans quelques années, on va faire le chemin contraire. Mais c'est important ce qui se passe aux États-Unis. Emmanuel Macron et Rachida Dati, hier, qui se sont déplacés. C'est vrai que Rachida Dati, c'est une star. Voilà. Elle va quelque part, c'est une star, elle électrise, c'est comme ça. C'est pour ça que ça fait mal au LR, quoi qu'en dise Georges, le ralliement de Rachida Dati. C'est sûr, Georges, que Olivier Barlex, s'il peut tranquillement... il déclenche pas la même chose, mais j'ai rien contre lui. En plus, je trouve que c'est un homme sympathique, Olivier Barlex, et vraiment, qui a beaucoup de qualités. Mais voilà, il y a quelque chose chez Rachida... Oui, c'est un honnête homme. Mais chez Rachida Dati, il y a un parcours... politique, ça peut exister. Mais elle est honnête, Madame Dati. Non, mais honnête intellectuellement. Elle n'est pas honnête intellectuellement, Madame Dati. Une cohérence. Pour moi, la cohérence. Bon. Alors, vous allez voir effectivement ce qui s'est passé hier, mais... D'abord, son parcours est atypique. Il y a beaucoup de gens qui s'identifient en elle, elle incarne le modèle républicain d'ascenseur social. Donc, contestablement. Oui, mais tout ça, c'est pas une héritière ou une héritière. Elle s'est faite toute seule. Qu'est-ce qu'on serait, nous, si on était nés là où Madame Dati est née? Peut-être que c'est plus facile pour nous là où on est né que pour elle. Elle est issue de la méritocratie, c'est sûr, mais ça n'enlève. Donc, je vous propose d'écouter Emmanuel Macron qui a parlé de Rachida Dati hier. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Avec votre nouvelle musée de la culture, est-ce que c'est une façon de l'asseoir à ce poste alors que sa nomination a pu surprendre le monde culturel ? D'abord, elle n'a pas besoin que ce soit pour l'asseoir, et ensuite, je ne lui demande pas de rester assise, mais d'œuvrer, de travailler. J'étais ici il y a quelques années
pour les travaux, les avancées. Et on va continuer de se battre pour que la culture soit possible partout. Et ici, un maire qui s'est battu de manière formidable. Et je suis très heureux qu'on ait ces ateliers Médicis ici à Clichy. On a développé aussi des microfolies, on pourra y revenir tout à l'heure, je vous dirai 2 mots. Mais voilà, et ce sera l'une de ses missions principales, c'est aussi d'œuvrer à cette culture accessible partout et que plus personne puisse se dire c'est pas fait pour moi. Emmanuel Macron s'est rendu jeudi à Clichy-sous-Bois avec sa nouvelle ministre et il était effectivement aux ateliers Médicis. Bon, il dit je suis très heureux. C'est-à-dire il n'est pas très heureux d'être aux ateliers Médicis parce que franchement les ateliers Médicis ça ne l'intéresse pas comme la Villa Médicis ça ne l'a pas intéressé puisque pendant des mois il n'a pas nommé de successeur à Marielle Mayette. Mais simplement il est très heureux parce qu'il est très heureux d'être avec Rachida Dati. C'est tout, et on le comprend. Enfin, il pourrait quand même laisser un peu plus de place, parce qu'il parle quand même, il a beaucoup parlé, et Rachida Dati n'a pas parlé en fait, quasiment pas. Tout comme pendant la conférence de presse, il a en fait écrasé son Premier ministre, Gabriel Attal, qui n'existe plus médiatiquement. Ah, c'est une conférence de presse du président de la République. Vous voulez pas que Gabriel Attal parle, c'est quand même... Non, mais avec sa conférence de presse, je dis juste, il a laissé 3 jours d'existence à Gabriel Attal. Mais évidemment. Mais Virginie a 100% raison. Et Rachida Dati, pareil, qui était le trophée du gouvernement, il va avec elle dans son déplacement et... Elle existe parce qu'elle est charisme. Éric Revel. Il écrase quand même. Éric Revel. Attendez, il faut reconnaître au président de la République un sens politique de folie. Parce qu'il a laissé Gabriel Attal accompagner Mme Vautrin, ministre du Travail et de la Santé, sur le terrain. Il a laissé Gabriel Attal accompagner Mme Oudéa Castéra sur le terrain. Mais comme il sait que c'est la star du gouvernement, c'est lui qui l'accompagne sur le terrain. Et vous ne trouverez pas un seul extrait. C'est pas qu'elle a dit quelques mots, elle n'a dit aucun mot. Donc c'était calé. La scénographie de ce déplacement présidentiel sur le terrain était calée. On sait pourquoi Joseph a 100 fois raison. On sait pourquoi elle n'a dit aucun mot. Elle n'avait pas le droit de parler parce qu'elle s'est déclarée trop tôt pour être candidate à la mairie de Paris et qu'on a lui reposer la question. Et donc c'est Emmanuel Macron qui a décidé de répondre. Et après, moi je suis 100% d'accord avec Eugénie. Il y a juste le discours de politique générale la semaine prochaine de Gabriel Attal. On ne sait pas très bien ce qu'il lui a laissé à part le Gauthier Lebret. Sans vote de confiance. Gauthier Lebret. Georges Fenech, parce que je pense à mes amis d'Europe 1 qui vous écoutent. Je rappelle que Georges Fenech est là, Joseph Massescaron, Gauthier Lebret, Eugénie Bastier et Éric Revel qui ressemble à Robert De Niro. Écoutons Rachida Dati, parce qu'elle est interpellée par une femme qui lui dit « Mais vous êtes iconique !» Voilà, qui lui dit « C'est formidable, j'ai grandi avec vous !» Non mais pour l'anecdote, mon grand-père était tapissier en fait dans la décoration officielle à l'Élysée, donc il a connu tous les présidents de la République et du coup ça me fait toujours un effet, enfin toujours, non donc toujours, monsieur le président fait des faits. Non mais ça me touche, faut qu'on regarde mon histoire familiale en fait, de rencontrer un président de la 5e République et vous madame la ministre, qui est littéralement iconique, j'ai grandi avec vous, avec votre image et peut-être que vous avez aussi permis à des jeunes comme moi, issus des quartiers défavorisés, d'espérer, d'avoir envie et de réussir. Mais de dire que c'est... Bon ben voilà, c'est du symbole. Alors on peut dire c'est de la com, on peut dire tout ce qu'on veut, mais bon, c'est comme ça. Voilà. C'est vrai qu'on n'avait pas des figures qui sont importantes. Comment ? On n'était pas habitué à avoir des ministres connus, des visages dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, et ça change. Oui. Mais encore une fois, Emmanuel Macron a du mal à laisser la place à justement d'autres étoiles dans le ciel macroniste. C'est à la fois ce que vous dites. Bah oui, parce je ne veux pas le défendre, mais c'est pas mon genre. Mais c'est un peu paradoxal ce que vous dites, puisqu'il nomme précisément Attal et il nomme Dati. Donc oui, mais après, il a du mal à leur donner la place. Bah, il les nomme. Oui. Donc, il a toujours parlé avant les discours de politique généraux de ses ministres. C'est vrai que ça tranche avec Castex, qui disait je ne prendrai pas la lumière, avec Elisabeth Borne, ça tranche. Hein. Oui. Bon, écoutez de nouveau le président de la République sur Rachida Dati. S'il y a des gens qui viennent d'horizons politiques différents, qui sont prêts à mettre leur talent politique et leur énergie, est-ce qu'ils inspirent aux plus jeunes au service de ce projet? C'est une chance. Vous avez vu comme moi la ministre de la Culture, quand elle voit des jeunes de Clichy, ils disent « Je vous aime beaucoup parce que vous me ressemblez ». On gouverne toujours par de l'efficacité et des symboles. Les deux en même temps, comme dirait l'autre. Merci à vous. Si une mairie de Paris est arrivée et le président de la République a été interrogé, est-ce que ça l'ennuie ou pas? Et là, ce qu'il a dit visiblement en public, il le pense aussi en privé, ça ne l'a pas dérangé que Rachida Dati annonce... Pourquoi vous dodelinez? Je ne domine pas. Mais si, mais dites-moi. Vous dites que ça ne lui dérange pas en privé? Non, ça ne l'a pas dérangé en privé. C'est ce que dit son entourage. Bah oui. Bah oui, mais ils ont intérêt à dire ils n'ont pas intérêt à dire le contraire, que ça l'a dérangé. Bah, il est possible que ça ne l'ait pas dérangé aussi. Il est possible qu'il aime la provocation. Je ne sais plus qui disait sur ce plateau que Emmanuel Macron aime les bad boys ou les bad women, aime les gens un peu différents.
Moi, je pense que la non communication que Rachida Dati soit une bad boy, mais elle est disruptive. La communication qui part dans tous les sens, comme ça a été le cas cette semaine avec plusieurs exemples. Évidemment, Rachida Dati, mais Gérald Darmanin qui annonce son départ après les JO. Évidemment, la séquence Amélie Oudéa-Castéra. Je suis pas sûr que ça fasse très très plaisir au président. Soyons pas naïfs. Il annonce un réforme du scrutin pour Paris, Lyon et Marseille. Dans la foulée, Madame Dati annonce qu'elle est candidate. Vous ne trouvez pas qu'il y a un fil rouge là quand même? Attendez, non seulement il n'est pas surpris, mais il le savait. Bon, écoutons Emmanuel Macron interrogé sur la candidature Dati. Est-ce qu'elle vous a prévenu avant d'annoncer à la radio qu'elle allait être candidate pour Paris en 2026? Moi, je m'occupe déjà des affaires du gouvernement du pays, ça me suffit. Et on continue. Et alors là, on l'a montré déjà hier, mais là, vous avez vu. C'est un homme qui va vite, hein, d'ailleurs. Évidemment, il a beaucoup de défauts, Emmanuel Macron, mais il va quand même vite. Tout à l'heure, il a dit, je veux pas qu'elle reste assise. C'était assez rapide. Et là, hop, rentre, c'est moi qui parle. Voilà. Et elle se marre d'ailleurs. Regardez, elle va se marrer à la fin parce qu'elle a compris. Il la protège d'une certaine manière. Il ne veut pas qu'elle prenne la parole ou qu'elle soit voilà. Elle se marre. Rachida Dati. Bon, tout ça, qu'il ait de la com. Je suis d'accord avec vous. Tout ça est de la com. Mais bon, la politique, c'est de la com. Après, on attendra les résultats. Par exemple, j'attends que Mme Dati prenne position sur Sylvain Tesson. Voilà. Ça, j'attends. Voilà. Bonne idée. Très bonne. Voilà, c'est sa première intervention. Faut du courage. Et on me dit que c'est fini, donc on va rendre cette première partie. On va terminer cette première partie et saluer